Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les gestions pilotées Alta Profit en partenariat avec Odo BHF. Nous sortons donc d'un premier semestre particulièrement mouvementé, marqué par une forte volatilité des marchés, souvent influée par la nouvelle présidence américaine. En Europe, les marchés ont plutôt bien résisté malgré ce contexte un peu compliqué, alors que la situation est plus contrastée aux États-Unis, où le S&P 500 affiche une performance dans le rouge. Ce début d'année est donc avant tout caractérisé par une volatilité importante que nous allons analyser ensemble, quelles en sont les causes et surtout quels ont été les impacts sur la gestion pilotée de Odo BHF. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Romain Gogri, asset allocataire chez Odo BHF. Bonjour Romain. Bonjour. Je vous rappelle que nous répondrons à vos questions en fin de présentation, donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Avant de commencer, je vais vous laisser présenter rapidement Odo et puis après rentrons directement dans le vif du sujet. Que s'est-il passé Oui, ce premier semestre? un petit rappel de Odo. Donc Odo Asset Management, qui est la société de gestion du groupe franco-allemand Odo BHF. Alors juste pour mettre un peu de chiffres sur ce nom, donc on peut passer peut-être à la slide suivante et vous parler un peu des expertises. Donc on voit qu'on a quand même des expertises, que ce soit sur les marchés obligataires, la gestion actions, la gestion en allocation d'actifs, mais aussi des solutions sur les actifs non cotés, de private equity et la dette privée. On adresse une clientèle pour la moitié institutionnelle, mais on peut nous retrouver aussi via des fonds verts sur les plateformes de distribution de nos partenaires comme Alta Profit. Alors, je vous propose d'articuler cette présentation en 3 points. Donc, le premier point, ce sera une analyse macroéconomique. Ensuite, on parlera des marchés financiers. Et pour terminer, on fera un point sur la gestion pilotée, le positionnement, la performance sur ce premier semestre. Alors, commençons par la macroéconomique et les perspectives de croissance. Alors là, sur cette slide, on vous a mis les perspectives de croissance pour les États-Unis à gauche et pour la zone euro à droite. Alors, le premier constat qu'on peut faire, en fait, c'est des révisions assez nettes à la baisse de ces perspectives de croissance pour 2025, mais également pour 2026. La raison, elle est très nette, c'est la politique de Trump. On sait que la politique de Trump a quand même certaines mesures qui pourraient peser sur la croissance, et on voit que les économistes ont quand même révisé assez fortement leurs estimations de croissance, notamment aux États-Unis sur le graphique de gauche. Mais on voit sur la période plus récente que, notamment après quelques volte-face de Trump, des nouveaux accords trouvés avec la Chine, on voit que les économistes commencent à ancrer leurs estimations de croissance autour de 1,5, 1,6 pour les États-Unis. Même chose en zone euro, où on voit qu'après une séance de révision à la baisse, on a même eu une révision à la hausse pour 2025, suite à de très bons résultats sur la croissance du premier trimestre. 2026 devrait être une année de reprise aussi pour la zone euro, où on devrait voir vraiment les effets du plan de relance assez massif allemand commencer à se diffuser dans l'économie. On devrait avoir une croissance autour de 1,1%. Alors regardons maintenant un peu plus en détail l'économie américaine. Alors certes, on voit quelques signes de faiblesse, notamment sur le marché du travail, qui commence à ralentir, mais globalement, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a une économie américaine qui est résiliente. Alors, ce qui est frappant sur cette slide, c'est que quand on regarde les indices de confiance, qu'on a coutume d'appeler les soft data, donc plutôt des indicateurs subjectifs, donc ça va être des enquêtes de sentiment auprès des directeurs d'achat des entreprises sur le graphique de gauche ou même des consommateurs, on voit que suite aux mesures de Trump, et notamment les mesures douanières, en fait, on a eu une baisse du sentiment. Mais en revanche, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait ce qu'on appelle des hard data, donc des données objectives de l'économie. On peut prendre par exemple sur le graphique de droite, on voit les ventes au détail, on a vu une économie qui continuait à être résiliente. Et plus récemment, en fait, on voit que cet écart entre d'un côté les soft data et les hard data, en fait, commence à se restreindre. Pourquoi ? Parce qu'on a un sentiment qui commence à revenir positif. Si on regarde à présent la situation européenne sur la slide suivante, là aussi on a vu un peu une dégradation du sentiment dans une moindre mesure. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que l'économie européenne est restée résiliente,
Mais on peut mettre sur la table, on peut se dire que c'est parce que les acteurs économiques, que ce soit les entreprises ou même les consommateurs, ont anticipé ces droits de douane. Se sont dit, tiens, la dépense que je suis amené à faire peut-être me coûtera plus cher dans quelques mois, donc je vais anticiper cette dépense, et on a eu ce qu'on appelle un peu de front-running. À savoir si la tendance qu'on observe, celle d'une économie quand même assez résiliente, va se poursuivre au deuxième semestre, on verra. Toujours est-il que si on a une économie américaine qui a ralenti, il y aura forcément un impact sur l'économie mondiale et forcément sur l'économie européenne. Alors la Chine, sur cette slide, la Chine c'est un cas à part. On connaît le problème de la Chine depuis quelques mois, elle est vraiment prise dans une spirale déflationniste. Petit rappel des faits, comment ça a démarré. En premier lieu, on a eu l'éclatement d'une bulle un peu spéculative du secteur immobilier. Et ça crée un effet richesse vraiment très important sur le consommateur chinois. Il faut rappeler que dans le patrimoine chinois, l'immobilier compte pour beaucoup, quasiment 70%. Donc le consommateur chinois était vraiment fortement impacté par cet éclatement de la bulle immobilière. Et donc, s'ensuit en fait un consommateur qui ne dépense plus, qui met un peu d'épargne de côté. Et donc, on a eu vraiment une demande interne à tonnes, ce qui a entraîné une déflation. Mais là aussi, on a des éléments positifs qu'on pourrait mettre sur la table. On a vu dernièrement que la Chine a discuté avec les États-Unis, notamment à Londres il y a quelques semaines. Et ce qu'on pouvait, le scénario le pire qui pouvait être envisagé, c'est vraiment celui de tarifs douaniers extraordinaires, comme Trump l'avait montré le jour du Liberation Day, plus de 145%. Ben, on sait qu'en fait, aujourd'hui, il est l'heure de la discussion. On aura certainement des mesures qui seront beaucoup moins importantes, et d'autant plus que, au fur et à mesure que l'économie chinoise va ralentir, on sait que le parti communiste chinois est très attaché à cet objectif de croissance de 5%, et il va faire comme il le fait depuis quelques temps déjà, continuer à stimuler l'économie avec des mesures bien ciblées, des baisses de taux, peut-être des mesures un peu plus ciblées pour booster la consommation. Donc là, on reste optimiste sur la Chine. On vient de voir que la politique de Trump semble plutôt un frein à l'économie et à la croissance. Maintenant, il y a une donnée dans laquelle on n'a pas parlé, c'est l'inflation. Est-ce que tout ça va avoir un fort impact sur l'inflation, particulièrement aux États-Unis? Ça a également un impact sur l'inflation, et je pense qu'on le voit très nettement sur cette slide, sur le graphique de gauche, et surtout sur les États-Unis. Alors, très rapidement sur l'Europe, on a vu une inflation qui a continué de baisser. On a des perspectives, des estimations d'inflation pour la fin d'année 2025, pour 2026, qui sont bien ancrées sur les niveaux cibles de la Banque Centrale Européenne. Donc là, il n'y a pas vraiment de sujet. En revanche, on a vu l'inflation européenne qui repartit un peu, l'inflation américaine, pardon, qui repartit un peu à la hausse, et on a des estimations pour la fin de l'année 2025, même pour 2026, d'une inflation qui repart vraiment. Alors la question, c'est de savoir est-ce que cette inflation est transitoire ou non. Et on a vu par le passé que juger du caractère transitoire de l'inflation peut être assez compliqué. Donc on se retrouve avec une inflation qui semble repartir un petit peu, une croissance plutôt dans le mauvais sens. Comment agissent les banques centrales dans ce contexte? Là aussi, comme sur la slide précédente, on a deux situations assez différentes. Donc, commençons par la BCE. Donc, globalement, on a une croissance qui a ralenti, autour de 0,8 pour 2025, une inflation qui continue de baisser. Dans ce contexte, en fait, la Banque centrale, la situation était assez lisible, je dirais. La Banque centrale continue de baisser ses taux tout au long de l'année 2025. Aujourd'hui, elle a atteint un taux qu'elle juge neutre. Elle ne devrait pas bouger durant l'été. Les marchés futurs obligataires aujourd'hui anticipent 1 à 2 baisses de taux supplémentaires pour l'année 2025. On verra, mais en tout cas, on se rapproche du taux neutre. Plus compliqué pour les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a un risque sur la croissance, on a un risque sur l'inflation, et donc en fait, le pire des cas, ce serait vraiment un scénario de stagflation. Donc, dans ce cas de figure, Jérôme Powell reste droit dans ses bottes
il est attentiste, statu quo, il regarde comment les choses évoluent, il regarde comment va vraiment évoluer l'inflation. Est-ce que ces barrières douanières, ces hausses de tarifs douaniers va de façon transitoire avoir un impact sur l'inflation? Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Donc, il mesure vraiment au jour le jour. Donc, pour l'instant, statu quo, les taux n'ont pas évolué sur l'année 2025. On peut anticiper que sur la deuxième partie de l'année 2025 ou 2026, au fur et à mesure que la croissance ralentit, ils retrouveront un peu plus de marge de manœuvre pour continuer à baisser les taux. On vient de voir donc le contexte macroéconomique. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment se sont comportés les marchés financiers et surtout comment vous vous positionnez dans ce contexte. Bien sûr. Alors, regardons déjà la performance des différentes classes d'actifs depuis le début d'année. Donc là, on est sur des données qui sont arrêtées à la fin du mois de mai. Donc, sur la partie de gauche, les marchés actions, le premier constat, en fait, on se rend compte qu'on a des performances qui sont quand même assez hétérogènes. Et une fois n'est pas coutume, en fait, c'est vraiment les marchés européens et même les marchés, certains marchés émergents qui surperforment, qui font mieux que les marchés américains. Alors, on peut voir sur la partie de gauche que notamment, ce qui a bien marché en Europe, c'est les valeurs bancaires. Elles ont profité du contexte de taux actuel. Donc, on a de très belles performances, plus de 13%. En revanche, ce qui n'a vraiment pas bien marché, et notamment aux États-Unis, c'est toutes ces valeurs qui affichaient des performances colossales ces dernières années. On parlait souvent des Magnificent Seven, on parlait d'exceptionnalisme américain. Donc, toutes ces valeurs en fait liées à l'intelligence artificielle ont eu 5 mois plus délicats. Alors, on croit tout nous, l'intelligence artificielle, on n'est pas les seuls, on croit toujours que c'est quelque chose, une tendance assez importante, il faut être investi sur cette thématique. Mais c'est vrai qu'il y a un élément, notamment courant du mois de février, qui a un peu remis en cause cet exceptionnalisme américain. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, c'était, quand on parlait d'intelligence artificielle, on parlait de Nvidia, on parlait de Meta, on parlait de Microsoft, des boîtes qui avaient vraiment qui délivraient de belles performances, mais qui engageaient quand même des dépenses d'investissement assez colossales. Et ce qu'on a vu en fait en février, en fait, c'est le phénomène DeepSeek. C'est en Chine, en fait, ils ont sorti aussi des programmes d'intelligence artificielle qui délivraient des performances tout aussi remarquables et avec des dépenses d'investissement moindres. Donc ça a venu un peu chambouler et casser un peu la dynamique sur ces valeurs. Alors, si on regarde ensuite sur les performances, non, on est toujours sur les performances. Si on regarde ensuite comment se comportaient les marchés obligataires, si on regarde les obligations d'État, hormis les émissions souveraines japonaises, on a des performances positives aussi pour les obligations d'entreprise. Sur les devises, on a vu que le dollar a perdu pas mal de terrain versus l'euro, quasiment moins 9%. Le seul actif qui a réellement joué son rôle de valeur refuge, c'est vraiment l'or, plus 25% dans cette période un peu de forte volatilité. Alors, regardons un peu plus en détail à présent le marché action. Donc là, on vous a mis sur le graphique de gauche la performance depuis 2020 des différents indices régionaux, donc les US, la zone euro, le UK, les émergents, le Japon. Et si on regarde vraiment sur la partie de droite, on voit en fait ce décrochage du marché. Donc, il correspond à quoi? Il correspond à l'annonce de Trump, Liberation Day, Trump qui convoque les médias, il arrive avec son gros panneau. Dorénavant, ce sera 145% pour la Chine, des droits de douane absolument colossaux, avec une méthodologie de calcul qui est sortie de nulle part. Et les marchés ont vraiment corrigé très fortement. On a vu la volatilité qui a explosé à la hausse. Mais très rapidement, en fait, on a vu que le marché a très rapidement corrigé, avec une amplitude même plus importante, parce qu'on est au-delà aujourd'hui du niveau pré-annonce de juillet. Alors, il y a quelques raisons à ce fort rebond des marchés actions. Le premier, en fait, c'est un changement de narratif de Donald Trump. C'est que très rapidement, en fait, il a fait volte-face. Il a commencé à octroyer un délai de 90 jours. Deuxième élément positif, on l'a vu, on a quand même des économies, une macroéconomie qui est quand même très résiliente. Et enfin, on a eu les résultats
au premier trimestre des sociétés. Et là, ils ont été assez robustes. Ils ont dépassé les attentes. On a vu quelques révisions des bénéfices pour l'année 2025 à la hausse. Ce qui donne sur le graphique de droite des niveaux de valorisation, notamment pour les actifs américains, qui sont bien au-delà de la moyenne à 5 ans. Aujourd'hui, si on prend le ratio prix-bénéfice, le marché américain se paye 22 fois les résultats. On a eu quand même, on le disait, les marchés européens se sont vraiment très bien comportés sur ces 5 mois, donc on a eu quand même un re-rating de la cote européenne. Et aujourd'hui, on est même au-delà de la moyenne 5 ans pour le MSCI EMU. Il y a juste le marché japonais qui tangente sa moyenne 5 ans. Donc on a quand même eu des valorisations qui se sont appréciées. Alors, regardons maintenant le marché obligataire. Donc, très rapidement, si on regarde les taux souverains à 10 ans, on a vu que sur le 10 ans allemand, le 10 ans le 10 ans allemand et le 10 ans américain, on est resté un peu dans un range. Aujourd'hui, on est autour de 4,5 pour le 10 ans US, proche des 2,5 pour le 10 ans allemand. Mais ce qui est remarquable, quand on regarde la performance des différents compartiments, que ce soit les marchés corporate, investment grade ou yield, on a des performances positives. Le seul compartiment en fait qui affiche une performance négative, c'est les taux souverains et les taux souverains longs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu une portification des courbes de taux se mettre en place. Pourquoi ? En fait, on a vu ce qu'on appelle cette prime de terme se reconstituer. Il y a moins de visibilité sur, en fait, tout simplement, sur la trajectoire des déficits budgétaires aujourd'hui des États. Donc, l'investisseur demande d'être rémunéré davantage pour se positionner sur du 10 ans ou sur même plus. Alors, pourquoi on a vu cette prime de terme se reconstituer, notamment très fortement aux États-Unis ? C'est le dérapage budgétaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup des droits de douane, mais il y a un autre élément très fort de la politique de Trump, c'est ce qu'il appelle la Big Beautiful Bill. Et quand on regarde un peu, qu'est-ce que c'est ? C'est la prorogation des baisses d'impôts pour les entreprises, des hausses des dépenses de défense. Grosso modo, tout ça mis bout à bout, en fait, on voit que la trajectoire du déficit budgétaire américain va repartir très fortement à la hausse. C'est pour ça qu'on a vu cette pontification se mettre en place. Regardons maintenant à présent votre gestion pilotée et comment vous vous êtes positionné dans ce contexte et comment elles se sont comportées du coup. Alors, très bien. Donc, déjà, un petit rappel des récents arbitrages qu'on a pu faire. Donc, rappel, déjà en 2024, on était déjà dans un contexte assez différent et là, on avait décidé de remettre un peu d'exposition sur les actions et notamment en allant se positionner sur de l'immobilier côté européen. Plus récemment, au mois de mars, on a fait quelques arbitrages. Alors on a gardé la même allocation action-obligation, mais c'est au sein de la poche action et aussi au sein de la poche obligation qu'on a fait quelques remaniements. Au sein de la poche action, on a favorisé les actions européennes. Pourquoi ? On en parlait parce qu'en fait, il y avait cette remise en cause de l'exceptionnalisme américain et on a plutôt bien fait, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu que les actions européennes se comportent mieux depuis le début de l'année. Sur la partie obligation, on a diminué la sensibilité au taux, donc on a réduit la duration. Là aussi, on a plutôt bien fait parce qu'on l'a vu, on a plutôt une quantification qui s'est mise en place. Donc, on a plutôt été positionné sur du crédit court terme. Et plus récemment, on a décidé de réduire un peu nos expositions aux actions en allégeant sur les petites capitalisations européennes et en coupant une partie de nos positions sur les actions japonaises. Ce qui nous donne in fine le positionnement qu'on voit sur les slides suivantes, donc à commencer par le profil prudent, donc celui qui embarque le moins d'actions en portefeuille. Donc à la fin mai, on avait 12% d'actions en portefeuille, 28% d'obligations et 60% sur le contrat Euro-CIMA. Sur les deux petits camemberts plus à droite, en fait, là, on a décomposer ces deux poches, actions et obligations, qu'on a rebasé à 100. Donc, si on regarde la poche action, on voit qu'on fait la part belle aux actions européennes. Elles ont notre préférence actuellement. Mais pour autant, on n'oublie pas non plus certaines thématiques très fortes. Donc, on a du global thématique, on va retrouver de l'intelligence artificielle, du big data, on va retrouver aussi
tout ce qui finance l'économie verte. Mais on a toujours aussi des actions américaines parce que c'est là où on va retrouver des actions aujourd'hui qui sont quand même un leader sur toujours l'innovation technologique. Donc on aura toujours 25% aux États-Unis et en diversification, on aura des pays émergents. Sur la poche obligataire, donc là aussi, vraiment le crédit investment grade, c'est vraiment là où on considère qu'on est quand même bien rémunéré, on a toujours un portage qui est toujours intéressant, même si c'est vrai qu'on a quand même une compression des spreads assez importante, et sur cet aspect compression des spreads, on a moins à attendre, mais c'est toujours là où on préfère se positionner. Ensuite, on aura du high yield, mais sur le high yield, attention, c'est vraiment sur le court terme qu'on va se positionner. On n'a plus de high yield traditionnel dans les portefeuilles, on va vraiment être sur du très, très, très court. Et enfin, 21% sur des taux souverains. Alors, sur le profil équilibré, aujourd'hui, on est revenu, donc je disais, on a un peu écrété sur notre allocation aux actions. Donc aujourd'hui, on est vraiment à l'équilibre si on se compare à notre indicateur de référence, 30% actions, 30% obligations et 40% sur le contrat Euro-CIMA. Et ensuite, on va retrouver la même logique. On va favoriser les actions européennes sur la poche action et le crédit investment grade sur la poche obligation. Même logique sur le profil dynamique. Là aussi, on est à l'équilibre. On est neutre versus notre indicateur de référence, 70% actions, 20% obligations et 10% sur le contrat Euro-CIMA, avec la même logique d'allocation sur la poche action et la poche obligation. Alors, regardons à présent les performances. C'est ce qui intéresse tout le monde, bien entendu. Alors, si on regarde la performance sur les 5 premiers mois de l'année, sur le profil prudent, donc on voit qu'on a une performance de 0 quand l'indicateur de référence fait 0,10 centimes, moins 0,10 centimes. Sur le profil équilibré, là aussi, on fait mieux que notre indicateur de référence. On a une performance positive de 30 centimes quand l'indicateur de référence est en recul de près de 1%. Et enfin, le profil dynamique, là aussi, on fait mieux que notre indicateur de référence, qui est quand même en net recul, moins 2,7, quand nous, on est à 0%. Petit rappel qui est toujours intéressant ici de rappeler quand on montre les performances à mi-année, c'est-à-dire qu'on a, alors, il y a 3 poches, il y a la poche action, la poche obligation et il y a le contrat Euro-CIMA. Le contrat Euro-CIMA, aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera sa performance pour l'année 2025. On le connaîtra en début d'année 2026. Mais tout au long de l'année, on va valoriser nos 3 profils de gestion avec le taux minimum garanti que nous communique l'assureur. Et là, le taux garanti, c'est 0%. Donc, depuis le début de l'année, on met 0% sur la performance du contrat euro. Donc, il y a une réserve de performance aussi à attendre sur cette poche. Alors, la performance, on la trace sur un graphique. C'est intéressant aussi, c'est visuel. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même 3 profils de gestion qui ont peu ou prou la même performance, mais on voit quand même qu'on a 3 régimes de volatilité qui sont quand même assez différents. Si on prend le profil le plus risqué, le profil dynamique, on voit qu'on avait bien pris la hausse des actions, notamment en début d'année, et qu'il a été vraiment très fortement heurté par la baisse au courant du mois d'avril, et qu'il a quand même bien rebondi. Merci pour cette présentation. Je vous propose de passer à vos questions. Merci. Êtes-vous plutôt optimiste pour les mois à venir? Alors, je ne dirais pas optimiste, je dirais constructif. C'est vrai que si on met tout mis bout à bout, il y a quand même un certain risque aujourd'hui dans le marché. Il y a le risque lié à Trump, sa politique, pas toujours très simple à appréhender. Il y a le risque géopolitique. Mais il y a quand même des raisons d'être optimiste parce qu'en fait, on a quand même des économies, on voyait, qui sont quand même assez résilientes. On a des entreprises qui délivrent. On a aussi on pourra avoir de bonnes nouvelles. Je parlais de la Chine. On pourra avoir aussi des bonnes nouvelles côté entreprises américaines avec cette baisse de taux dont je parlais. Ça pourrait être très porteur pour les actions américaines. Donc, je dirais plutôt qu'on est quand même conscient qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments dans le marché qui pourraient être un vent contraire aux actifs, mais il y a quand même aussi des raisons d'être positionné. Et quand on investit dans les marchés aujourd'hui, c'est important de connaître son profil de risque et de voir sur le long terme.
parce qu'il y a des perturbations à court terme. L'exemple vraiment qui est très démonstratif, là, c'est cet exemple du mois d'avril où il y a l'annonce du Liberation Day, le marché corrige très fortement et on voit qu'en fait, derrière, on a quand même des éléments qui ont permis ce rebond assez très, quasiment immédiat des actifs. Donc, je suis plutôt constructif. Merci. Alors, avec les baisses de taux à venir, ne vaut-il mieux pas diminuer son exposition au marché obligataire? Alors, il y a des baisses de taux à venir pour les banques. Il y a des baisses de taux à attendre des banquiers centraux. Mais qui dit baisse de taux dit réappréciation des actifs que vous avez en portefeuille. Donc, c'est plutôt le raisonnement inverse. Si vous anticipez que les taux vont baisser, il vaut mieux avoir des obligations. Après, c'est vrai que les politiques des banquiers centraux ont plutôt tendance à impacter la partie très, très courte de la courbe. Donc, qui dit baisse de taux des banquiers centraux n'aura pas forcément un impact instantané sur le 10 ans allemand ou sur le 10 ans américain. Et on l'a vu, on a plutôt eu l'effet inverse avec cette pontification. Merci. Alors, une dernière question. Les marchés sont hauts. Est-ce bien le moment d'investir? C'est toujours une très bonne question. Déjà, c'est bien de se poser cette question. Les marchés sont hauts. C'est marrant parce que il y a 6 mois, vous auriez pu me poser, enfin, il y a 6 mois, il y a 1 an, vous auriez pu me poser la question. Il y a 2 ans, vous auriez pu me poser la question. Et on faisait déjà ce constat. Donc, ce qui est intéressant, au-delà du niveau sur un graphique, c'est de regarder la valorisation, d'être sélectif aussi dans ses achats. Donc, il y a des boîtes qui se payent sur des multiples de valorisation assez hauts, mais on peut l'accepter parce que derrière, il y a de la croissance. Pour différentes industries, il faut peut-être être un peu plus sélectif. Donc, je dirais qu'il faut être sélectif. En fait, il faut regarder vraiment là où on investit, sur les marchés actions, sur quelles zones géographiques, et il faut être diversifié. Merci beaucoup. Merci à tous pour toutes ces questions. Nous venons de passer donc en revue les performances et les explications des gestions pilotées Oddo BHF Asset Management. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à écrire à votre conseiller. Merci Romain Gogri, asset allocataire chez Oddo BHF Asset Management, de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci.